Bienvenue à tous sur cette toute nouvelle émission consacrée aux jeux de rôle en Actual Play. Au cours de cette aventure, vous suivrez l'histoire sombre et épique de 5 personnages hauts en couleur, incarnés par des joueuses et des joueurs tout aussi hauts en couleur. Parmi mes multiples identités, je porte ici la casquette de Rupert Vac, auteur et créateur de l'univers multiplateforme Drooms, publié aux éditions Piomaginaire. Comme tout ce qui est fait et médiatisé dans cet univers, le jeu de rôle que vous allez suivre lui aussi sera canon, c'est-à-dire que les événements qui seront décrits, l'histoire de fond et même les personnages rencontrés existent réellement dans Drooms et s'inscrivent donc dans la même temporalité que celle décrite dans la saga de romans. Pas de nécessité absolue de lire les bouquins pour suivre le jeu de rôle, ni l'inverse d'ailleurs, mais n'hésitez pas à y jeter un œil pour approfondir votre expérience. Comme je vous l'ai dit, on va ici jouer à un jeu de rôle, alors qu'est-ce que c'est ? Chaque joueur autour de la table possède une fiche de personnage qui contient ses caractéristiques, ses compétences, ses bonus, ses malus, son inventaire, etc. Les joueuses et joueurs doivent incarner leur personnage au mieux de leur capacité de roleplay et ainsi leur faire des choix qui exerceront une influence directe sur leur avenir. Lorsqu'ils voudront que leur personnage fasse une action basique, comme marcher ou parler par exemple, ils n'auront qu'à le faire, mais lorsque l'action voulue sera plus difficile, là ils devront tirer des dés. Le score de leurs dés, additionné à leurs éventuels bonus ou malus, déterminera s'il s'agit d'une réussite ou d'un échec. Contrairement à ce qui se fait souvent, ici on jouera avec un dé de 8 plus un dé de 12. Si on fait un total de 20, c'est une réussite critique, épique, voire légendaire. A contrario, si on fait un double 1, les conséquences seront funestes. Les personnages ont un certain nombre de points de vitalité. S'ils les perdent, ils deviennent affaiblis et perdent alors leur dé de 8. Vous comprenez qu'il est d'un coup beaucoup plus difficile de faire un bon jet. 2 nouvelles blessures entament alors leur réserve de constitution, ce qui équivaut à des blessures très graves dont on se remet assez difficilement. S'ils tombent à 0, eh bien, ils meurent. Maintenant que vous savez ce qu'est un jeu de rôle, on va bientôt pouvoir commencer. Juste avant, une petite précision sur le système de jeu. Il ne s'agit pas ici de Donjons et Dragons. C'est un système qui englobe pas mal de règles chopées à droite à gauche, dont des D5, mais auxquelles on a ajouté les nôtres. C'est un peu complexe à expliquer comme ça, donc je ne vais pas le faire. Je vais vous laisser le découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je suis Rupert Vac, votre maître du jeu, et ensemble, avec mes amis, on va tenter de vous faire voyager dans l'univers complexe de Drooms, les 12 cieux. Bienvenue à vous. Dans notre univers complexe, nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes, la plus haute, le 12e ciel, pour les dieux primaires, la plus basse pour les dieux mineurs, et en dessous, bien loin des cieux, le monde d'en bas. Notre aventure débute ici. Bienvenue dans ce que les concernés appellent le monde des hommes. Sur cette contrée grandement inexplorée, existe un archipel de 3 îles du nom de Quern, Kaioki et Nokai, cette dernière étant de loin la plus vaste. Sur Nokai, nous savons que le monde ne se limite pas à l'archipel et qu'il s'étend loin par-delà les mers. Cependant, de mémoire d'humains, seules 2 personnes ont su rejoindre les contrées environnantes, car on prétend que l'archipel est coupé du reste du monde par un sortilège des plus puissants. Nokai a donc une histoire bien singulière. C'est une terre qui a subi de nombreuses guerres, a été déchirée par les trahisons, la famine et surtout par l'art. L'art, cette force que l'on ne comprend pas, mais qui habite tout dans cet univers. Cette puissance qui permet de plier même les lois physiques.
Dans le royaume du Noswald, tiers est de l'île de Nokai, dans la grandiose cité royale d'Akaristel, une femme en armure de cuir sombre se faufile parmi les ombres avec une telle discrétion que seuls les plus alertes peuvent la remarquer. Akaristel est une cité gigantesque, symbole de la grandeur de l'espèce humaine, protégée par le regard d'argent de la colossale statue du premier roi. Dans les décennies qui ont précédé, la cité a subi des destructions et des reconstructions qui ont laissé des cicatrices indélébiles sur les murs colorés des basses maisons. Jadis abri de l'art des hommes, elle ne connaît presque plus aucun mage depuis la fin de la Grande Guerre. Elle demeure riche de légendes toutefois, car on raconte, par exemple, que le roi lui-même, Logan d'Akaristel, descendrait d'un dieu primaire. Le quartier nord-ouest est tenu d'une main de fer par une coalition de 3 guildes criminelles alliant assassins, voleurs, espions et prostituées. Au détour d'une des ruelles d'Akaristel, la femme subtilise une pomme à un marchand ambulant d'un mouvement presque dansant, et le pauvre petit homme moustachu ne remarque rien. Elle la croque, jette nonchalamment tout ce qu'il en reste, puis reprend son chemin. Voici l'entrée de Sophie, qui nous fait l'honneur de récupérer le personnage qu'elle a créé il y a plus de 5 ans. Il s'agit de Lisbeth, une humaine d'une vingtaine d'années à la peau pâle, le regard sombre et les cheveux bruns rasés sur un côté du crâne. C'est une vengeresse, ce qui signifie qu'elle est payée pour exécuter des contrats d'assassinat dans le quartier nord-ouest d'Akaristel. Elle porte souvent des vêtements plutôt sombres sur son armure de cuir et ne s'éloigne jamais de la dague qu'elle porte à la ceinture. Tandis qu'elle se faufile dans les ruelles d'Akaristel, Lisbeth s'immobilise, puisqu'à une centaine de mètres d'elle, pour la énième fois depuis plus d'une semaine, elle remarque un enfant qui la fixe sans bouger. Cet enfant est très particulier puisqu'il a la peau aussi lumineuse qu'un soleil. Impossible pour elle de distinguer ses traits, il est bien trop éblouissant. Lors de leur précédente rencontre, elle avait déjà essayé de rejoindre l'apparition lumineuse, mais l'être était toujours parvenu à la semer malgré ses incroyables talents de pisteuse. Cette fois, Lisbeth remarque, transie d'effroi, que l'enfant est suivi par une sorte de fumée sombre, une ombre humanoïde, une créature cauchemardesque qui tente de le dévorer. Lisbeth se place entre l'enfant et l'ombre, et tandis qu'elle pose la main sur l'épaule de l'enfant, elle perd connaissance. Une douleur brûlante parcourt son corps, tandis qu'elle ouvre les yeux sur un plafond qu'elle ne reconnaît pas, dans une sorte d'infirmerie, sur un lit disposé entre 2 autres lits qui comportent chacun une personne endormie. Un homme barbu, en très piteux état, qui sent fortement l'alcool, et un enfant à l'allure plus que stupéfiante. Entrée en matière de Pauline, qui incarnera ici un petit garçon nommé Sinel. Il s'agit d'un ange au teint clair, jovial, qui possède 2 immenses ailes dorées sur le dos, ici repliées sur ses côtés. Il est endormi sur ce lit, à ses côtés un grand boomerang a été déposé sur une table de chevet. Le deuxième personnage, lui, est incarné par Jean-Camille. Sobroniel, un homme d'une trentaine d'années, d'aspect humain, sale, barbu, dans des vêtements rapiécés, il sent très fort la bière et le vin, et il ronfle bruyamment à proximité de son luth qu'on a posé debout contre son lit. En dehors de ces 3 personnes, l'infirmerie semble complètement vide. Lisbeth réveille ses 2 comparses qui ne comprennent pas où ils sont. Sobroniel, lui, n'est pas si inquiet que ça, puisqu'il estime que chaque lendemain de cuite révèle son lot de surprises. Sinel, lui, complètement choqué, se demande s'il est à proximité de chez lui ou s'il est loin de sa maman. Il a l'air vraiment très apeuré. Lisbeth, elle, ne comprend pas du tout ce qui lui est arrivé, et lorsqu'elle regarde par la fenêtre, elle remarque que le ciel a perdu de sa couleur, il est entièrement blanc. Il n'y a d'ailleurs pas le moindre astre visible, ni soleil, ni lune, ni étoile, il n'y a même pas de nuages, c'est juste un voile blanc qui s'étend partout. Choqués, les 3 comparses tentent de quitter l'infirmerie. Avant cela, Sinel fouille un peu partout et trouve dans une armoire une potion qu'il n'arrive pas à identifier
et un bouquet de plantes, il s'agit de laurier. Bon, il ne comprend pas trop à quoi ça sert, mais il le met dans sa besace. Il prend son boomerang, Sobroniel prend son luth, évidemment, et tous les trois sortent par la porte. Ils découvrent une cité colossale, toute blanche, intégralement blanche. Cette absence de couleur éblouissante est omniprésente depuis les murs des hauts bâtiments jusqu'aux allées pavées et même aux vêtements des habitants. Le ciel, comme je l'ai dit, est une infinité blanche dépourvue d'astres ou de nuages. Il remarque de nombreux guerriers en armure intégrale frappés d'un soleil sur le plastron qui rôdent dans les grandes rues l'air sévère. Au loin, il remarque surtout une immense tour colossale intégralement blanche elle aussi. Ils ne savent pas du tout où ils sont, ils ne reconnaissent pas cet endroit. Lisbeth, elle, est persuadée qu'il ne s'agit pas d'un endroit sur Nokai. Lisbeth commence sérieusement à s'inquiéter lorsqu'elle remarque que les habitants de cette cité, en plus de ces fameux guerriers en armure intégrale, sont tous sauf des humains. Il y a des êtres végétaux, de toute taille, de toute forme, assez étranges. Elle les reconnaît d'après les légendes qu'elle a pu entendre sur Nokai comme étant des esprits de la forêt, mais elle n'en avait jamais vu et encore moins en ville. Il y a également un autre peuple qui, lui, pourrait ressembler à des humains, sauf qu'ils sont capables d'artiser, donc de faire preuve de magie, de montrer leur magie, leur art, avec une aisance qu'elle ne connaît pas. Or, elle sait que des mages existent, puisque sur Akaristel, il y en avait, même s'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Elle le sait, sauf que là, c'est avec une aisance qu'elle ne reconnaît pas, et ils semblent affiliés aux éléments. Certains sont nimbés de flammes, d'autres d'eau, de gerbes d'eau, certains sont portés par le vent. Elle est complètement choquée, elle comprend qu'elle est vraiment très loin de chez elle. Et paniquée, elle demande comment rentrer, mais aucun des deux comparses n'a la solution. D'ailleurs, Sinel, lui aussi, panique, et il sait qu'il est très loin de son village d'anges pêcheurs. Il commence à avoir très peur. Les trois comparses remarquent que les gens les observent avec intensité. Certains ont carrément peur d'eux, et notamment de Sinel, alors qu'il est un enfant qui semble assez inoffensif. Mais au bout d'un certain temps, ils remarquent qu'ils ont peur de ses ailes déployées, dorées, je le rappelle. Lorsqu'ils comprennent ça, ils observent autour d'eux, et en effet, il n'y a pas un seul ange en dehors de Sinel autour d'eux. C'est assez étrange, et certains pointent du doigt ses ailes, effrayés. D'ailleurs, les fameux guerriers, qui ont un plastron frappé d'un soleil, observent l'enfant assez durement et commencent à essayer de l'encercler. Ils prennent la fuite vers des ruelles dérobées. Lorsqu'ils tombent dans un cul-de-sac et qu'ils sont submergés par une flopée de guerriers en armure, l'arme au clair, la masse se sépare subitement lorsque un homme s'en échappe. Il s'agit d'un guerrier lui aussi, mais vraisemblablement plus gradé que les autres. Il s'exclame « Laissez-moi passer, je vais gérer cette situation, repos soldat ». Il se présente comme étant Altus Rod, un lieutenant de l'ordre des guerriers de lumière, et il est suivi d'un petit être végétal vraiment très petit, qui est incarné ici par Flo. C'est Muromir, donc un esprit de la forêt fait de lianes, de branchages, de feuillages, de fleurs, même parfois. Il est capable de changer d'allure à souhait. Il est vraiment très petit puisqu'il ne mesure que une 60aine de centimètres. Et ici, il a l'air un peu grognon, il n'a pas l'air très content d'être là. Mais il suit son ami Altus Rod sans discuter. Altus, lorsqu'il parvient à faire s'éloigner tous les autres chevaliers, tous les autres guerriers de lumière, révèle aux trois autres comparses qu'il les attendait, mais qu'il aurait préféré qu'ils soient un peu plus discrets. Altus n'est pas très volubile lorsqu'on le questionne. Il refuse de répondre à la moindre interrogation, notamment à celle paniquée de Lisbeth et de Sinel. Non, il leur dit simplement qu'il les attendait donc, et qu'il les invite
à rejoindre une auberge qui s'appelle le Loup Doré, dans laquelle ils n'auront rien à payer, ils pourront séjourner et se nourrir, s'abreuver, jusqu'au lendemain, date à laquelle Altus les rejoindra et leur expliquera ce qu'ils font là et ce qu'ils doivent faire ensuite. Les 4 compagnons prennent la route du Loup Doré et traversent cette fameuse cité qui s'avère se nommer la Cité Blanche. Muromir le sait puisqu'il en est originaire, plus ou moins, en tout cas il y vit depuis très longtemps. Il conduit donc les autres vers le Loup Doré, mais en chemin, c'est assez difficile puisqu'ils sont très dissipés. Sinel sort du groupe puisqu'il trouve un chaton qu'il tente de domestiquer. Il prend le chaton avec lui et rejoint ses comparses vers le Loup Doré. Le Loup Doré est situé dans le quartier nord-est de la Cité Blanche, un quartier résidentiel fait de manière symétrique avec des maisons très propres, de la pelouse tondue à ras, blanche elle aussi, je rappelle qu'il n'y a pas de couleur ici, et des palissades tout autour, enfin une barrière blanche à l'américaine, vraiment quelque chose qui ressemble à un quartier résidentiel des États-Unis. Assez mal à l'aise, il progresse à l'intérieur jusqu'à ce fameux Loup Doré, auberge qui ne semble être fréquentée que par des guerriers de lumière, qui sont donc une sorte de police, la police de la Cité Blanche. Muromir prend le groupe en main et leur demande de s'asseoir à une table. Il veut leur expliquer 2-3 points, il a l'air assez sérieux, mais Sobroniel, lui, est très dissipé, puisqu'il est content de se trouver dans une taverne, où il peut éventuellement boire à n'en plus pouvoir respirer, et ce sans payer le moindre sou. Il demande donc au tavernier de lui servir encore et encore et encore de vin, de bière et tout autre alcool qu'il pourra sortir de son bar. Muromir, assez mécontent, explique qu'Altus Rod a lui aussi fait un rêve à propos d'un enfant de lumière, mais qu'il est resté assez évasif sur le sujet. Il sait toutefois qu'il y a un problème de communication entre le premier ciel, endroit dans lequel il se trouve, et le deuxième ciel, donc au-dessus. Toute communication a cessé. Le deuxième ciel ne répond plus à leurs appels, ce qui est assez inquiétant, d'autant plus que cela coïncide plus ou moins avec ces rêves étranges à propos de cet enfant de lumière dévoré par des ombres. Lisbeth comprend alors qu'elle est dans les cieux, et là, complètement paniquée, elle exige de retourner chez elle sur Nokai dans le monde d'en bas. Malheureusement, Muromir ne sait pas comment faire. Sinel, lui aussi, comprend qu'il n'est pas chez lui, puisque, il le révèle, son village d'anges pêcheurs se situe dans le 3e ciel, donc bien plus haut, et il est descendu ici sans savoir comment. Il s'est réveillé dans cette infirmerie, de la même manière que Lisbeth. Sobroniel, lui, dit que c'est plus ou moins la même chose, mais il ne s'en inquiète pas vraiment. Après tout, s'il est ici, peut-être qu'il a quelque chose à y faire, boire notamment, et faire la fête. Il se lève, sort son luth, entame l'une de ses meilleures prestations, et se révèle être un barde assez efficace, puisqu'il arrive à ameuter pas mal de monde. Les clients sont contents de sa prestation, chantent, dansent, tapent du pied sur le sol, et donc l'acclame. Sobroniel, ravi, tente de draguer tout ce qui bouge, hommes, femmes, tous les guerriers de lumière qui sont là, il veut se les mettre dans la poche, voire potentiellement dans son lit. Muromir, lui, fou de colère, estime probablement que ce n'est pas une attitude très sérieuse, ils ne sont pas là pour rigoler, en tout cas selon lui, mais Sobroniel n'est pas du même avis. Sinel, tombant de fatigue, est accompagné dans une chambre par Lisbeth qui veille sur lui pendant qu'il dort. Ils sont rejoints bien plus tard par Muromir qui dormira avec eux, mais pas du tout par Sobroniel qui lui a réussi à draguer pas mal de monde et à organiser une orgie phénoménale dans une chambre voisine qui a résonné longtemps, très longtemps dans la nuit et même jusqu'au petit matin, empêchant ses comparses de trouver un sommeil profond. Nuit agitée pour Sobroniel donc, mais également agitée, autrement bien sûr,
par le petit Sinel qui a fait des cauchemars assez réalistes puisqu'il y a vu son père le battre. Comme il le fait souvent, il le révèle ensuite à Lisbeth et Muromir. Et d'ailleurs, ils l'ont remarqué la veille, l'enfant est recouvert d'échymose, de bleu, il a la lèvre un peu fendue, bien qu'elle commence à cicatriser. Apparemment, il est fréquemment battu par son père. Lisbeth, elle, a également rêvé d'un enfant de lumière, mais cette fois-ci qui se faisait dévorer par l'ombre. L'enfant a ensuite disparu, sa lumière s'est éteinte. Ils descendent donc le lendemain au rez-de-chaussée où ils prennent un petit déjeuner, où ils sont rejoints, brinque-ballant, par Sobroniel et toute sa troupe qui ont l'air vachement contents de la nuit qu'ils ont passée et qui se sont grandement rapprochés les uns les autres. Ils prennent un petit déjeuner jusqu'à ce qu'Altusrod débarque dans l'auberge du Loup Doré, les bras chargés de sacs, et dans un bruit métallique, il les pose sur le sol et dit qu'il est prêt pour leur départ. Comme l'a révélé Muromir la veille, toute connexion entre le premier et le deuxième ciel a été interrompue. Le deuxième ciel ne répond plus à leurs appels, ce qui est extrêmement inquiétant. Les dieux qui gouvernent ce deuxième ciel, appelés les frères, Ool et Pitor, sont muets comme des tombes. Il y a quelque chose qui cloche, quelqu'un doit absolument comprendre ce qui s'y trame. D'autant plus, cette histoire d'enfants de lumière dévorés par des ombres, que beaucoup d'entre eux voient dans leurs rêves depuis un certain temps, est inquiétante et mérite qu'on enquête sur le sujet. Or, dans le deuxième ciel se situe la grande bibliothèque d'Ool, Ool, dieu du savoir, qui est réputée pour renfermer tous les savoirs de l'univers et donc apportera probablement des réponses à leurs interrogations. Petit point important, Altusrod dit que cette mission a été ordonnée par les trois qui sont les divinités qui règnent sur le premier ciel et donc sur la Cité Blanche également. Or, les héros comprennent que ce n'est pas la vérité absolue, les trois n'ont pas l'air vraiment au courant de cette histoire. Altusrod ne dit pas tout. Muromir accepte la mission puisque son ami le lui demande et qu'il lui est très loyal, mais il n'a pas l'air très content de devoir faire la route avec ses énergumènes. Sobroniel se laisse porter, après tout il n'a pas d'autre endroit où aller. Sinel et Lisbeth, eux, estiment que cette mission serait probablement le meilleur moyen de retourner chez eux à terme. Les 4 comparses quittent donc la Cité Blanche, emportant avec eux le sac à dos que leur a confectionné et rempli Altusrod. Ils font un petit détour puisque Sinel s'obstine à vouloir prendre le chaton avec lui, chaton qui finit par s'enfuir et qu'ils perdent. Sinel fond en larmes. Le chaton, bien qu'il vienne à peine de le rencontrer, était pour lui très important puisqu'il arrivait à y mettre un peu de tendresse. Or, maintenant qu'il l'a perdu, il se retrouve vraiment seul, il est loin de sa maison, il a peur, il est dépité, et c'est Sobroniel qui, étonnamment, se révèle avoir un certain cœur, notamment pour les enfants, et il lui remonte le moral. Lorsque Muromir arrive à les retrouver, ils prennent finalement la porte sud pour déboucher sur un étrange marécage qui semble entourer intégralement la Cité Blanche, sauf, Muromir l'explique, sur l'extrême nord, où s'étend la vaste forêt sombre d'où il est originaire. Le sol, très humide, est recouvert d'une épaisse couche de brume qui arrive jusqu'au menton de Muromir, qui est très petit. Ils pataugent tous les 4 dans une eau croupie, puante. Ils n'entendent pas grand-chose ici en dehors de bruits d'animaux inquiétants, d'oiseaux de proie, de croassements, de grenouilles. Il n'y a pas grand-chose d'autre, la visibilité est quasi nulle lorsqu'ils se retournent vers la Cité Blanche après quelques heures de route, ils ne la voient plus. L'horizon semble infini, la brume qui recouvre le sol se confond avec le ciel d'une blancheur absolue, ils sont complètement perdus, transis de froid, ils résistent toutefois
à leur inquiétude et à ces conditions difficiles puisqu'ils sont robustes. Ils marchent dans ce marécage, Muromir les guidant aussi bien qu'il le peut vers le Grand Ouest. Cependant, ils finissent par perdre leur chemin et arrivent nez à nez avec une maisonnette qui flotte sur une sorte de radeau, maisonnette en bois, au milieu de nulle part. Une aura de mysticité l'entoure. Il y a également une sensation pour chacun des comparses de lourdeur, notamment d'art, une présence d'art néfaste, il le pense en tout cas, entoure cette maison. Sobroniel, fidèle à lui-même, n'en a que faire, il pénètre dans la maisonnette malgré les mises en garde de ses comparses, et il y découvre quelque chose de stupéfiant. La maisonnette, laissée visiblement à l'abandon, comporte des étagères débordantes de fioles contenant du sang qui appartient vraisemblablement à des personnes différentes puisque les fioles sont étiquetées avec des prénoms, tous différents. Il y en a vraiment des centaines. Sur un bureau, il découvre également une écuelle remplie de sang également, mais qui semble cette fois provenir d'un animal éviscéré à côté, une sorte de blaireau ou de gros rat qu'on a éventré et vidé. Il y a du sang partout, une odeur épouvantable de soufre sur un lit qui est défait, un livre à la reliure de cuir. Lisbeth rentre dans la maison à son tour et prend le livre malgré ce que Sobroniel et Muromir lui crient. Il ne faut pas toucher à ceux qui ne comprennent pas. Lisbeth le prend malgré tout. Elle n'arrive pas à l'ouvrir cependant, mais le met dans sa besace. Sinel, une fois qu'il pénètre également dans la maison, trouve sous le lit une petite boîte qu'il arrive à ouvrir. Dedans, il y a quelques piécettes de cuivre et une dague. Dague qu'il finit par confier à Lisbeth, qui s'en est rendu compte après s'être réveillée dans l'infirmerie, n'avait plus sa fameuse arme avec elle. Alors que Lisbeth et Sinel sont toujours dans la maisonnette, la porte claque et se verrouille magiquement. Ils n'arrivent plus à l'ouvrir, le groupe est séparé. Sobroniel et Muromir se retrouvant dehors, attaqués à ce moment-là par 3 créatures, 3 animaux, des blaireaux vraisemblablement, qui tentent de les dévorer. Sinel, paniqué, place son art à l'intérieur de la porte. Il déverse sa magie, son art, dans la poignée, brisant ainsi la barrière magique qui résidait autour de la maison. Il parvient donc à sortir de la maisonnette en compagnie de Lisbeth et à rejoindre le combat. Combat qui s'avère assez facile finalement, puisque les talents d'artiseur de Muromir, qui parvient à faire se contorsionner des lianes épineuses qui surgissent du couvert brumeux, et les coups de dague colériques de Sobroniel, couplés à, une fois qu'ils les rejoignent, les talents de Sinel et de Lisbeth, parviennent à réduire le petit groupe d'attaquants en une bouillie sanguinolente. Cependant, ce n'est pas tout. Dans la brume, Sinel remarque des yeux perçants. Un hurlement de loup retentit, finalement rejoint par des centaines d'yeux qui s'illuminent à sa suite. Ils sont encerclés de créatures inconnues et terrifiantes. En se concentrant là-dessus, ils finissent par remarquer une étrangeté dans cette apparition. Les yeux clignotent, parfois disparaissent pour réapparaître un peu plus loin. Il y a une inconstance qui, ils le comprennent, révèle qu'il ne s'agit en réalité que d'une illusion. Ils prennent la fuite, traversant par mégarde parfois des apparitions qui se révèlent être des espèces de chiens infernaux faits de la même ombre, de la même fumée sombre qui habitait la silhouette de leur rêve, celle qui, je le rappelle, a dévoré l'enfant de lumière. Ils parviennent à s'extirper de la brume qui recouvre le sol pour arriver face à une montagne qu'ils n'avaient pas remarquée jusque-là. Quelque chose se passe au niveau de ce marécage
quelque chose de vraiment étrange qui leur rend impossible la moindre visibilité. Cette fois, ils montent sur ce pan de montagne qui s'assèche, changeant ainsi de végétation pour quitter le marécage et rejoindre une sorte de maquis-bas, des arbustes, des buissons assez secs. Ils tentent de chasser chacun leur tour et finissent finalement par attraper un petit rongeur qu'ils cuisent sous une alcôve. Après avoir fait un feu, en attendant la nuit, ils décident de se reposer. Ils font tous les quatre le même rêve. Ils se retrouvent dans une étendue infinie de noirceur, sans plafond, sans sol, sinon une surface lisse et noire. Ils sont tous les quatre répartis autour du feu de camp qui les a suivis dans leur illusion. Autour d'eux se répand une sorte de fumée sombre, la même que celle de leur rêve précédent. Cette fois-ci, elle est difforme et elle se répand sur le sol. Elle se rue sur eux, recouvre leurs chevilles. Elle éteint le feu. Elle monte, s'enroule autour de leurs jambes, de leurs cou, et tente de les étouffer. Ils se réveillent tous les quatre en même temps. Le feu est vraiment éteint, mais ils sont de retour là où ils se sont endormis la veille, c'est-à-dire dans l'entrée d'une caverne sur cette fameuse montagne au-dessus des marécages. Sentant un courant d'air venant de l'intérieur de la caverne, ils décident qu'il serait peut-être préférable de l'explorer. Après tout, peut-être que c'est un raccourci vers l'autre côté de cette montagne. Ils allument une torche et progressent à l'intérieur. Ils remarquent sur les murs des peintures assez anciennes qui illustrent un combat entre des dragons et d'autres créatures flamboyantes et les fameux guerriers de lumière qu'ils ont découverts dans la Cité Blanche, cette police de la Cité Blanche qui était assez sévère. Une guerre entre les deux donc, et Muromir, en essayant de se rappeler ses anciens souvenirs du premier ciel, comprend que ces êtres flamboyants sont en fait les éternels originels, un groupe de renégats qui a été banni des cieux mais qui est finalement remonté dans le premier ciel pour se venger et attaquer les guerriers de lumière. Bon, ces souvenirs ne racontent pas l'issue de cette bataille. Alors qu'ils avancent un peu plus profondément dans la caverne, ils découvrent une carte du premier ciel au-dessus d'une caisse de graines éventrées. Ils ne sont pas seuls, ils le comprennent, lorsqu'une silhouette gigantesque s'approche d'eux et déploie ses ailes. Un bec claque, des yeux perçants les observent. C'est un oiseau immense qui se dresse devant eux.